Bonjour et bienvenue à tous pour cette conférence de l'écriture au scénario. Je suis désolé si par exemple vous pensiez que Serge Lehmann était présent pour cette conférence, mais il y a eu des soucis de transport et il n'a pas pu venir. Voici le dernier auteur qui me manquait pour boucler la présence des auteurs à cette table ronde. Donc nous avons remplacé Serge Lehmann par Alain Damasio, qui est très content d'être ici. Nous avons Christophe Lambert qui est auteur, Pierre-Paul Granders qui est également auteur de BD, scénariste et réalisateur. L'écriture est une chose qui se pratique depuis des siècles. Et la forme romanesque est très courante depuis à peu près 200 à 300 ans. Le cinéma est un nouvel art relativement nouveau par rapport aux autres formes artistiques. L'intérêt de cette conférence, c'est de savoir si les liens qui unissent de plus en plus, de moins en moins, le jeu de miroir qu'il peut y avoir entre ces deux médias qui cohabitent soit de plus en plus, soit de moins en moins. Je ne sais pas si vous avez déjà des idées, des pistes de réflexion par rapport à ce préambule. Toi qui es scénariste, réalisateur par exemple. Mais je me demandais effectivement de quoi on allait parler, parce que l'exposé de la conférence disait qu'il y avait peut-être de moins en moins de distance entre le roman et le scénario, ou entre la littérature et l'écriture pour l'écran. J'ai pas une réponse claire par rapport à ça. J'ai l'impression que depuis qu'il existe, le cinéma a toujours été inspiré par toutes les autres formes littéraires, que ce soit le roman ou le théâtre ou le conte, et ça a toujours existé. Je ne sais pas si c'est plus qu'avant maintenant. C'est vrai qu'on voit de plus en plus d'adaptations, de plus en plus de scénarios qui sont inspirés soit de romans, soit de bandes dessinées. Aux États-Unis, il y a une énorme vague sur Marvel, etc. et tout. La question intéressante est peut-être dans l'autre sens, de savoir si le langage cinématographique influence la littérature, s'il y a une manière littéraire de raconter qui est plus influencée par la narration cinématographique, le découpage, la manière de faire. Moi je suis ravi, c'est une excellente surprise pour moi de savoir que M. Damasio est présent, parce que je suis un fan absolu de La Horde du Contrevent, et c'est mon dernier choc littéraire pratiquement, parce que j'ai lu un peu tardivement par rapport à la sortie, et je trouve que par exemple c'est une écriture qui est assez épatante, parce qu'elle est à la fois très très littéraire et en même temps elle est quasiment cinématographique. On est immergé dans l'action presque en permanence, et donc ça m'intéresse de voir jusqu'où effectivement le cinéma est une source d'inspiration stylistique pour quelqu'un comme vous. Ça me donne l'occasion de relancer tout de suite, parce qu'effectivement il y a un film justement d'animation qui est en cours de développement sur La Horde du Contrevent, qui sera a priori réalisé par Yann Kounen et sous la direction artistique de Marc Caro, quoi. Donc on a vraiment du beau monde. Et en ce moment, les jours derniers et pendant 10 mois, je travaille sur la scénarisation justement du livre. Alors moi je suis toujours surpris quand les gens me disent que La Horde est très cinématographique, parce que je suis quelqu'un qui est très peu visuel. Et ce livre, si vous regardez attentivement, est très peu porté visuellement. Il y a en fait un personnage dans La Horde qui est dévolu à la vision, il s'appelle Pietro. C'est-à-dire que quand j'arrive sur ce personnage, j'avais décidé dès le début du livre que c'est lui qui allait porter les visions. C'est-à-dire que dès qu'il s'exprime, on a des indications sur la géométrie, sur la lumière, sur les couleurs, sur toute la dimension optique de la perception. Et par contre, les autres, parce que moi je suis plus naturellement un auditif, les autres sont effectivement sur l'auditif, le kinesthésique, la perception des volumes, du poids, de l'odeur, etc. Et je me rends compte, parce que c'est pas la première fois qu'on me dit ça, que
à travers les autres sens, à travers ce que j'ai mis en termes justement de masse, de volume, de sensation, de fatigue, de granularité, de texture, ça parle aussi visuellement. C'est-à-dire à travers les autres sens, la vision se reforme. Et elle se reforme autrement, et peut-être de façon moins cliché, parce que justement je ne suis pas du tout dans l'optique. Et ce qui fait que ça me pose, moi effectivement, la scénarisation me pose des problèmes dans le passage au visuel, parce que je ne vais pas utiliser du tout les mêmes sens. Donc ça c'est effectivement assez problématique pour moi sur cette action. Mais pour rebondir là-dessus, je dirais que c'est sans doute, on a tendance à oublier que le cinéma est aussi un art du son, énormément, et qu'en fait, peut-être que ce qui donne cet aspect-là, c'est qu'effectivement, on est dans une ambiance sonore, ce vent souffle en permanence, et il est là, et il nous immerge dans un côté concret, et c'est vrai que le cinéma va toujours plus vers le fait d'oublier qu'il n'est qu'audiovisuel. On essaie de nous suggérer presque tout, le toucher, les odeurs, de plus en plus aussi. Ça reste limité de ce côté-là, mais quand on est immergé à ce point-là dans un livre, on fait référence au cinéma parce que c'est une forme d'immersion particulière. Donc maintenant, il y a aussi, pas uniquement dans votre manière d'écrire, mais dans la manière de la découper, de passer par exemple d'un point de vue à un autre et de découper l'action, la manière de faire des ellipses et des choses comme ça. Est-ce que pour vous, l'écriture cinématographique est quelque part, à votre avis, une source d'inspiration? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui dévorait beaucoup de films? Non, je suis pas un gros cinéphile, je suis pas non plus un gros lecteur. En fait, c'est marrant, j'ai eu une seule fois une inspiration réellement cinématographique dans mon premier roman. En fait, c'était à partir de Tuernay de tu sais, le nom m'échappe, c'est bien, d'Oliver Stone. Et c'est un film qui m'avait beaucoup impressionné à l'époque. Et il y avait quelque chose qui m'avait fasciné, une idée de cinéma toute simple, mais qui m'avait fasciné, et donc j'essaie de trouver l'équivalent en littérature. C'était que toutes les scènes d'action les plus gore, les meurtres les plus sanglants du film étaient passées en noir et blanc. Donc on avait des scènes en couleur, comme ça, et tout d'un coup, il y a un moment, il y a un meurtre, je ne sais pas si vous vous souvenez du film, un meurtre dans une station-service, comme ça, qui est assez ignoble, et tout d'un coup, il fait passer l'image en noir et blanc, alors que ce moment gore, on l'attendrait au contraire en couleur et de façon excessive et rougeâtre comme ça. Et ça m'avait beaucoup intéressé parce que je trouvais que justement il donnait une dimension beaucoup plus poignante, sobre et en même temps presque historique en passant comme ça au noir et blanc au moment du crime. Et ça m'avait beaucoup interrogé, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un équivalent littéraire à ça? Et finalement je l'ai trouvé à ma façon, et je trouve que c'est intéressant. C'est que j'ai une scène d'action comme ça dans la zone du dehors où il y a l'attaque d'une tour télé par un groupe révolutionnaire. Et c'est narré donc par plusieurs personnages, et il y a un des personnages, quand il est en narration, il passe du présent à l'imparfait ou au passé simple. Donc j'ai un bossellement comme ça dans le paragraphe, c'est-à-dire que j'ai une première phrase au présent indicatif, et tout d'un coup, on passe mais imperceptiblement à l'imparfait, au passé simple, et on remonte au présent. Et je joue des effets comme ça de décalé, avec quelque chose d'extrêmement intense quand je passe au présent indicatif, et puis quelque chose qui recule dans l'imparfait, où donc c'est plus voilé, mais en même temps ça donne immédiatement une dimension épique et historique au passage. Et j'aimais bien ce fait de jouer avec les deux dimensions, et c'était pareil dans le film Oliver Stone, c'est-à-dire que le moment où il passait en noir et blanc, c'était tout de suite une image d'archive. Le meurtre était déjà un moment de l'histoire, était déjà une image d'archive. Et quand il repassait au présent, on était effectivement au présent avec les personnages. Et cet effet pouvait être retrouvé en jouant avec les temporalités, et j'étais content parce que personne ne m'a jamais parlé de ce passage-là, ça veut dire qu'il passe dans le sang du lecteur sans être remarqué. Et à mon sens, ça fonctionne et ça permet de créer des reliefs comme ça et des creux dans le... Et là, c'est vraiment le cas d'une idée cinématographique que j'ai transcrit. Mais moi, vous savez, je suis vraiment... j'avais été très frappé par une conférence de Deleuze à la Fémis sur la différence entre littérature et cinéma. Et il disait une chose extrêmement simple, mais qui, moi, m'a toujours fait cogiter. Il disait, quand on adapte un livre, c'est-à-dire qu'on passe d'une idée de littérature, une idée de matière littéraire, à une idée de cinéma. Et ça ne peut pas être transposé. C'est impossible de transposer, on ne peut pas faire d'analogie. On est obligé de trouver une idée de cinéma aussi forte, aussi intéressante que l'idée de littérature, mais avec des moyens parfaitement différents. Et si on ne s'interroge pas à l'intérieur du médium sur les moyens de restituer l'idée de littérature, on est mort. Alors je suis désolé, je prends beaucoup de temps, mais je vais vous donner un exemple sur La Horde. Sur La Horde du Contrevent, pour ceux qui l'ont lu, il y a une polyphonie. C'est-à-dire que chaque personnage, il y a 23 personnages, et on a 6-7 narrateurs.
qui à tour de rôle s'expriment et expriment la réalité du monde à travers leur regard, leur style, leur vision, etc. Et cette circulation entre les narrateurs, moi ça me permettait de faire du lecteur une sorte de 24e ordier, parce que en passant d'une tête à l'autre, c'est lui qui faisait le chemin entre les personnages, c'est lui qui circulait à travers les personnages, et c'est lui qui assurait le lien entre les narrateurs. Et du coup, cette volonté que j'avais dans ce livre de témoigner du lien, de faire de l'enjeu du lien quelque chose de fort, était assurée par le lecteur, par la circulation entre les différents pôles narratifs. Et c'était une vraie idée littéraire. C'était une vraie idée littéraire de créer cette polyphonie et de faire assurer le lien par le lecteur entre les lignes comme ça. Je pense que c'est un des rares trucs qui est vraiment réussi dans le bouquin. Et par contre, quand on arrive au bouquin, au film, j'ai dit à Yann Kounen, j'ai dit à l'adaptatrice, je lui ai dit, voilà, j'aimerais travailler sur l'enjeu du lien dans le film. Et j'ai commencé à dire à Yann Kounen, est-ce que tu serais capable de me faire que des vues subjectives? On est dans un personnage de Roshi et on voit le monde à travers les yeux de Roshi, on voit les flux de vent, on voit les vifs. Ensuite on passe à Golgoth et on voit des aplats noir et blanc, comme ça on voit juste la trace, avec de la lumière, de l'ombre, c'est un monde binaire, manichéen. Et c'est sa vision subjective, puis on passe à Caracol, on voit tout en couleur, etc. Il dit, est-ce que tu es capable, en plus c'est un film d'animation, est-ce que tu peux pas partir là-dessus et me faire une vision subjective pour chaque personnage, comme si on avait un réalisateur par personnage. Et il me dit, c'est une très belle idée, tu vois, il me regarde, comme ça, il me dit, ouais, c'est une très belle idée, mais il me dit, honnêtement, je pense pas que ça fonctionnera au cinéma. On va le faire à certains moments, mais on peut pas se permettre de faire ça, quoi. Et donc, on est parti sur une autre façon de traiter le lien dans le film, qui va être avec des moyens strictement cinématographiques. Donc là, j'avais tenté de transposer. Voilà, j'avais tenté de transposer en disant, moi j'ai des points de vue subjectifs, et ben on va faire pareil au cinéma, on va prendre autant de réalisateurs qu'il faut, autant d'images, avec une photo particulière qu'il faut. Mais non, et je pense qu'il a raison, Yann Kounen, ça fonctionnerait pas. Voilà, excusez-moi, j'ai dit. Non, c'est passionnant. Je me posais aussi une question, par exemple, Christophe, toi, quand tu écris tes romans, quand tu réfléchis, est-ce que tu penses parfois d'abord en image cinématographique? Est-ce que le cinéma et le code du cinéma t'influencent dans tes thèmes d'écriture et dans ta stylistique, par exemple? Dans les thèmes, oui, c'est possible, bien que ce ne soit pas systématique. Hein. Les idées peuvent venir d'un reportage à la télé, d'un article dans le journal, ou d'un film. Peut-être ça sera juste une séquence et on se dit c'est dommage, le réalisateur l'a pas développé, et à partir de là, une sorte de réaction en chaîne se met en place et on remet tout ça à notre sauce et on développe un autre récit. Pour ce qui est de la forme, oui, ça m'influence indiscutablement, parce que moi j'ai fait des études d'audiovisuel, je suis, contrairement à toi, très branché visuel. J'ai une imagination avant tout visuelle, et je suis un réalisateur frustré, donc tous les films dont j'ai rêvé quand j'étais pré-ado, ado et jeune adulte, je peux à présent les recycler avec cet avantage que nous offre la littérature, c'est qu'on peut avoir une armée de 40 000 guerriers qui assiègent une citadelle, ça ne coûtera que le prix de l'encre dans l'imprimante, et on n'aura pas besoin d'avoir soit des figurants, soit des images de synthèse. Pareil pour une armada de vaisseaux spatiaux dans l'espace. Et pour ce qui est de la syntaxe, c'est vraiment de la grammaire cinématographique et de la manière de la retranscrire par les mots. C'est vrai que dans les critiques, les chroniques, l'adjectif qui revient le plus souvent pour qualifier mon travail, c'est cinématographique. Donc j'ai fait 3 ans d'études audiovisuelles après le bac. Et le fait est que quand j'imagine une scène, j'imagine le montage et le découpage. Très nettement, très clairement. Je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, mais c'est comme ça que moi je fonctionne. Et j'essaye ensuite, à travers les paragraphes, la manière dont je fais des césures, la manière dont je dispatche la ponctuation, j'essaye de restituer, de faire de la transmission de pensée, de restituer le film mental que j'ai dans la tête auprès du lecteur. Alors pour vous donner un exemple, j'ai amené Zulu Kingdom. Il y a une scène de bataille dans Zulu Kingdom. Alors bien sûr, la source d'inspiration, c'est le film Zulu des années 60 et l'ultime attaque des années 70, qui relate la bataille d'Isandwana, où les Anglais se sont fait tailler en pièces par les armées du roi Setewayo, au Zululand donc. Et je voulais retranscrire... Donc, je vais vous lire l'extrait et après je vais vous dire quel découpage j'avais en tête au moment où je l'ai écrit et comment je me suis organisé. Voilà, il faut juste que je trouve la page. Voilà. Donc là, imaginez
les soldats en uniforme rouge qui sont alignés, fusils au poing, qui sont plusieurs centaines, face à une marée noire de plusieurs dizaines de milliers de guerriers zoulous qui chargent et qui vont leur tomber dessus. Donc, la crue vengeresse se rapproche. Plus que 300 mètres, 250. Feu! Détonation simultanée. 30 Zoulous partent en culbute arrière, comme si une longe tendue à l'extrême les stoppait net. Deuxième ligne en joue. La première rangée de soldats s'efface pour recharger. Feu! De nouveau, l'élan de l'ennemi est brisé. Les balles se fracassent contre les os, les boucliers traversent les chairs en provoquant des blessures effroyables quand elles ressortent. Première ligne en joue. Des fusils se lèvent, d'autres s'abaissent. La mécanique militaire est bien huilée. Feu! Les douilles éjectées tombent dans l'herbe. Les ennemis aussi. Pour chaque guerrier touché, il y en a 10, 100 qui arrivent, emportés par la folle ruée. Ils piétinent les corps de leurs camarades, pas de ressac. Les Anglais frémissent, autant jeter des cailloux dans la mer en espérant stopper la montée des eaux. Recharger, deuxième ligne en joue, etc. etc. Donc déjà, il y a pour faire passer l'idée de feu roulant, qui est typique de l'époque militairement parlant, il y a cette espèce de côté mécanique, froid, feu, rechargé, tac, tac, tac. Donc, quand par exemple j'ai un personnage qui crie feu, là, je vois un plan poitrine ou un gros plan sur l'officier. Ensuite, j'ai détonation simultanée, point, 30 Zoulous partent en culbute arrière, comme si une longe tendue à l'extrême les stoppait net. Là, le point, pour moi, fait passer le cut entre le champ où vous avez les soldats qui tirent et le contre-champ où vous avez la rangée de Zoulous qui part en arrière. J'ai pas voulu faire une phrase continue ou avec une conjonction de coordination, j'ai voulu qu'il y ait un cut. Ça, c'est pour faire passer l'idée de rupture. Ensuite, vous avez la deuxième rangée de soldats s'efface pour recharger. Donc là, on imagine les gars qui sont à genoux, qui vont à l'arrière, et ceux qui étaient au deuxième rang, qui pillent genoux au sol et qui braquent leurs armes. Feu, à nouveau un insert sur une bouche qui gueule feu. De nouveau, l'élan de l'ennemi est brisé. Les balles se fracassent contre les os, les boucliers traversent les chairs en provoquant des blessures effroyables quand elles ressortent. Donc là, on n'a plus un point, mais on a une série de virgules. C'est pour faire passer l'idée d'un cerf. Vous aurez plusieurs gros plans sur les impacts de balles. Genre un chapelet de 4-5 gros plans sur les balles, sur les boucliers ou sur les torses des pauvres gars qui se font laminer. Donc première ligne en joue, on repasse sur un officier, des fusils se lèvent, d'autres s'abaissent. Voilà, un plan un peu à la Spielberg. Souvent dans Spielberg, vous avez des entrées de champ. Entre l'arrière-plan et le premier plan, vous avez un changement de mise au point. Donc là, on imagine les fusils qui se baissent et d'autres qui se lèvent avec changement de mise au point. Voilà ce que moi j'imaginais quand j'ai écrit la scène, et voilà comment j'ai essayé de le faire passer. J'avais une même question pour Pierre-Paul Randers. Du fait de tes activités de réalisateur, mais aussi de bénéiste, est-ce qu'il y a une vraie porosité entre tes deux activités du fait d'utiliser ces deux médias de manière pas simultanée, mais dans ta vie quotidienne, est-ce que tu as des conséquences qui arrivent, qui t'arrivent directement, que tu essayes de retranscrire dans la bande dessinée, ou est-ce que au niveau des cadrages, tu t'inspires de la bande dessinée, par exemple, pour tes activités audiovisuelles? Moi, pour la bande dessinée, je suis purement scénariste, donc on va dire que je suis venu plutôt sur le tard à la bande dessinée, en venant d'avoir une formation de cinéaste. Donc je dois faire un grand apprentissage pour apprivoiser ce média, même si j'en suis lecteur depuis très longtemps. Mais on se rend très vite compte qu'en fait, même si il y a un cliché qui veut que la bande dessinée soit une sorte de charnière entre le cinéma et la littérature sans image, c'est complètement faux. En fait, c'est vraiment un genre à part entière, avec une narration qui est tout à fait typique, un usage de l'ellipse qui n'a rien à voir avec l'ellipse, ni en littérature, ni en cinéma. Et l'usage du point de vue est différent aussi, parce qu'au cinéma, vous avez une articulation au point de vue entre le bonhomme qui regarde et son point de vue, oui. Alors qu'en bande dessinée, on a souvent une amorce, épaule, le personnage est dans son propre point de vue. Oui, tout est possible en découpage de bande dessinée, mais c'est surtout réellement la manière dont on construit la séquence, l'art séquentiel, hein, comme le décrit très bien
Eisner, et enfin les quelques bouquins qui sont sur les vraies théories de la bande dessinée montrent que c'est vraiment un art à part entière et qui a en fait assez peu de points communs, pas plus de points communs qu'avec la littérature, quand Christophe explique comment le cinéma peut influencer son écriture. Oui, on peut être influencé par des manières de découper, mais dans la narration même c'est complètement différent. Dans les dialogues, on ne peut pas écrire les mêmes dialogues qu'au cinéma pour de la bande dessinée, ni les mêmes qu'en littérature. C'est vraiment fondamentalement différent. Donc c'est très intéressant de se confronter à ça parce que ça permet d'autant mieux de comprendre ce qu'on fait en cinéma quand on fait de la bande dessinée, et d'autant mieux, quand on a les deux, on creuse quelque chose qui est difficile à expliquer en 2 mots comme ça, mais qui est vraiment très très gratifiant parce que on sent qu'on apprend une manière différente de raconter une histoire. Ceci dit, pour continuer sur la manière dont la grande différence malgré tout qui reste avec le cinéma, c'est la liberté qui est laissée au lecteur qu'il n'a pas quand il est face à un film. Dans un film, le spectateur n'a pas le choix de la vitesse de narration, il est emporté dans une temporalité qui est prédéterminée. Quand on lit La Horde, on peut s'interrompre quand on veut pour aller voir quel personnage, on peut repartir en arrière. Au début du bouquin, on va un petit peu chercher, etc. On va voir la liste des persos, ils commencent à prendre visage au fur et à mesure. Et il y a une interaction comme ça qui fait qu'effectivement le lecteur participe au livre de la même manière qu'il va participer à une bande dessinée. Son rythme de narration, la manière dont il capte d'abord la planche, dont il revient peut-être en arrière, il joue avec le média, tout ça en cinéma c'est absolument impossible. Et ça reste intrinsèquement des différences qui seront jamais réduites, qui font vraiment des grosses différences sur la manière de raconter.